Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Eh ben, ma foi, je vais très 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 bien sur sortir du boulot. C'est un Oui, plaisir de pouvoir me retrouver à discuter avec toi. ça plongeait directement dans l'univers à domicile pour parler d'un film japonais. Alors, si vous avez suivi nos dernières pérégrinations ces derniers mois, on est à fond dans une pseudo-rétrospective qui ne sera jamais complète, hein, voilà, du réalisateur Takeshi Miike. Et cette fois-ci, tu m'as proposé, parce que c'est toi qui me proposes un petit peu quand même, un métrage sorti en 1999 qui s'intitule Dead or Alive. Alors sorti la même année qu'Audition, mais visiblement après, parce que le monsieur il fait 4-5 films par an des fois, hein, voilà. Et alors il s'agit ici de d'un film de Yakuza, de Heroic Bloodshed, si vous voulez, un peu à la John Woo, pour faire simple, hein, qui se déroule au Japon. Pour certains, quasi un remake non assumé du Syndicat du Crime, mais pas que. Et alors, au casting de ce Dead or Alive, nous avons, on va dire, des acteurs connus de l'univers Mickey, par exemple Reiji Ishibashi, ou encore une apparition assez brève, pas si brève que ça, mais il est en bas dans le casting, de Susumu Terajima, qui a dû jouer dans la moitié des films de Mickey. Citons aussi la présence de Riki Takeuchi ou encore de Sho Aikawa. Voilà, donc des acteurs qui ont eu plus ou moins une carrière prolifique depuis. Et alors, bon, l'histoire est assez simple sur le papier. Ça reprend des codes du genre. On a un flic, un gangster qui vont à un moment se croiser leur destin dans un Tokyo très viscéral où il y a beaucoup de meurtres, d'histoires de sexe, de vol d'argent et plus si affinité puisqu'on est dans du Mickey, donc ça va pas forcément rester dans la poésie. Et à un moment, les deux personnages principaux ont leurs dilemmes moraux par rapport à leur famille, hein, pour rester vague, et vont devoir faire des choix qui va les amener à plus ou moins s'affronter à un moment ou à un autre. Est-ce que tu valides mon synopsis? C'est pas Il est facile. parfait. Voilà, sans en dire trop. Donc deux hommes un petit peu sur le fil du rasoir, au bord de l'eau. D'ailleurs, le film commence comme ça, on les voit au bord de l'eau, et puis il y a une musique rock qui démarre, et on part en clip pendant 3-4 minutes pour nous présenter un univers très à part, un Tokyo toujours très sombre dans l'univers de Mickey, hein. Et alors après, ça part en film policier, yakuza, et drame familial, et j'en passe. Et du coup, alors, je vais déjà te poser la question, est-ce que tu aimes ce film? Une question très triviale, mais comment tu le situerais dans la filmographie, on va dire, très riche de Monsieur Mickey? Ah bah, c'est un film que j'ai découvert, parce que quand on a à plusieurs reprises, en fait, quand on a parlé de Mickey, j'ai essayé de replacer dans comment je les ai découverts. Ouais, Et je crois que ça va être le deuxième ou troisième film que j'ai découvert. La première chose que j'ai découvert, c'est Audition dont on a parlé. oui. Je crois qu'il y a eu Gozu par la suite dont on a parlé aussi. Et je crois que Dead or Alive va être le troisième que j'ai découvert dans la foulée. Et qui est pour moi un film important. Alors c'est un film qui pour moi, on parlait tout à l'heure en off un petit peu de ce côté un peu film malade. Pour moi c'est un film un peu malade, mais qui est très important pour moi parce que c'est celui qui m'a mené à découvrir un petit peu tout le cinéma, notamment de Yakuza des années 70. J'avais un petit peu regardé, j'avais un peu vu de Kitano, j'avais je crois Anabi et Violent Cop avant. Et celui-ci en fait m'a permis de me plonger chez un réalisateur beaucoup plus, en tout cas que j'avais découvert par le biais de Battle Royale, qui est Kinji Fukasaku. Et il y a quand même, je trouve aussi, au-delà du syndicat du crime dont tu parlais tout à l'heure également, qui a permis de découvrir en fait tout le film des années 70 de Kinji Fukasaku, entre autres Le cimetière de la morale, Combat sans code d'honneur, Guerre des gangs à Okinawa. Sur tous ces films-là, en fait, ces références, on va dire, plutôt visuelles que fait Mickey, parce que Mickey a commencé par faire du film de Yakuza, il a fait un film qui s'appelait Rainy Dog, il me semble au milieu ou à la fin des années 90, qui était déjà un pur film de Yakuza hyper référentiel. Et celui-ci, je le trouve intéressant dans la mesure où c'est un film de Yakuza finalement très classique. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de référentiels presque à Kitano. Oui, Dans ces images, tu parlais du bord de l'eau avec ces Yakuza qui jouent sur la plage, où on te montre en tout cas ces mafieux qui retombent en enfance quand ils sont au bord de l'eau et qui vont jouer au foot sur la plage, jouer comme des gosses, qu'on trouve très très souvent chez Kitano en termes d'imagerie. Et puis il y a ce côté, donc à la fois très classique, hein, c'est un film qui est très statique sur pas mal de points, un petit peu comme l'était dans une certaine mesure Audition, hein, qui est un film très classique oui. aussi sur la forme. Et en même temps, alors on en parlera en spoiler, mais on le voit finalement déjà au tout début. Tu parlais de cette scène avec ce départ rock, avec cette longue séquence très clipesque qui me fait beaucoup écho, moi je trouve, à ce qu'on trouve dans Ichi the Killer, aussi l'introduction d'Ichi the Oui, Killer qui se oui, passe oui. dans ce Tokyo nocturne hyper violent. Et là, il y a trois quatre séquences, il y a une sorte de montage alterné avec trois quatre éléments, trois arcs qui se déroulent au même moment avec 3 ou 4 meurtres, je sais plus combien il y en a qui s'enchaînent. Donc c'est hyper violent, hyper péchu dans le travail, ça mêle sexe et violence. Et il y a cette entrée en matière extrêmement bourrine et violente
qui se termine sur une explosion de bide avec des ramen qui explosent à l'écran parce que le type qui se fait exploser le ventre a bouffé tout un tas de ramen. Il y a un montage en accéléré où on le voit bouffer et qui amène à cette explosion qui est le climax de la fin de la séquence. Et ensuite, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus posé. Et donc, j'aime bien ces brisures de rythme, ces ruptures de ton qui s'enchaînent dans le film, qui sont hyper étranges et qui font que c'est un film, même s'il est très référentiel et rappelle à beaucoup de choses, finalement est très singulier. Alors c'est incroyable parce que voilà, on a à peu près le même avis dessus. Hein. C'est un film assez fort parce que il suit à la fois les codes, mais clairement, hein, on a oui du Kitano, un peu de John Woo, un petit peu un mélange des deux, et puis très vite, à certains moments, il va les transcender, il va les déstructurer pour nous mettre du Mickey. Un Mickey bien crade hein, sur certains points, hein. Ça joue avec le caca. Voilà. Un moment, on va pas spoiler la scène pour l'instant, on fera une zone spoiler. Le sexe à outrance, la violence, même si c'est pas ultra gorissime non plus, on sent dans le côté viscéral Tokyo en tant que tel, même un des personnages principaux du film, hein, Tokyo, hein, elle gargouille cette ville. Donc il y a tout ça, et c'est vrai qu'il convoque à la fois Kitano, enfin là moi j'ai cette référence-là, parce que j'en ai vu pas mal les Kitano ces dernières années, et de le côté plus fantasque à la John Woo, mais avec le Mickey que je connais, moi, de ce que j'ai vu avant. C'est vrai que tu parles de Ichi the Killer, c'est vrai que ce sont des films qu'on peut mettre en parallèle. On pourrait même les imaginer dans un même univers. Je me demande s'il n'y a pas des séquences qui ont été tournées au même endroit, même. À vérifier, mais à certains moments, voilà. Et puis, il y a des moments presque poétiques dans ce film. Alors, attention, toute proportion gardée, il y a une scène, par exemple, dans une sorte de terrain vague qui fait office de cimetière, si tu vois ce que je veux dire. C'est la mère du gangster qui se recueille là-bas quand le petit frère revient des États-Unis. Très intéressant le personnage du petit frère d'ailleurs. Donc il y a ce genre de petits contextes comme ça qui font que parfois le film se pose, les enjeux humains se font, mine de rien, même si c'est classique, hein, le petit frère qui revient des États-Unis qui n'est pas d'accord avec ce que son frère fait, le policier qui a besoin d'argent pour sauver sa famille, grosso modo, la fille qui est malade. C'est du pur classique, mais au moins tu as des enjeux. Et ça se construit. Puis tu attends un moment où ils vont se croiser, parce que là c'est plutôt leur sbire, machin, différents camps. Il y a aussi l'idée de rapprochement chinois et japonais uniquement par le gangstérisme. Je me demande s'il n'y a pas du cynisme derrière, d'ailleurs, à ce niveau-là. C'est quand même terrible, parce que c'est vrai que la Chine et le Japon, historiquement, c'est pas évident. Et là, on voit qu'ils arrivent à faire des alliances, parce qu'ils peuvent faire du banditisme ensemble, même si c'est un peu vain. Donc il y a aussi ce regard sur la société, très pessimiste, hein, Mickey, quand même. Hein. Et là, dans ce film, c'est assez violent, je trouve. Et puis, ce que tu dis, c'est très très tendu, en fait, tout le temps, tu sens que c'est vraiment tendu, et le final dont on parlera fait une sorte... C'est vraiment une sorte d'explosion, parce que c'est tendu, c'est comme si tu tendais un élastique tout du long, et au bout d'un moment, ça finit par péter, en fait, parce qu'il y a une tension extrêmement forte, qu'il y a une tension effectivement sociale, qui est très... on va dire, très, très, très inhérente à la société japonaise. Et je trouve ça assez fort, en fait, d'arriver là, tout en posant cette idée qu'il y a effectivement une critique sociale très acerbe, qui a ce côté effectivement contemplatif et poétique à des moments, et puis qu'il y a cette action, comme tu dis, qui est très généreuse, qui ramène à l'Heroic Bloodshed, effectivement, chez John Woo, qui ramène un petit peu, il y a des moments où on est presque dans du Mexican standoff, il y a plein de choses comme ça, en fait, hyper généreuses, hyper sanglantes, qui ont quelque chose de très jubilatoire, très jouissif, très ludique, mais à côté de ça, effectivement, il n'en oublie pas d'être avant tout un film extrêmement social, presque, je dirais, sociologique et ethnologique, en fait, sur la société japonaise. Et d'ailleurs, c'est un véritable tour de force de mettre autant d'éléments, il y a tout qui passe, hein, trahison, argent, famille, machin, etc., dans si peu de temps, tout en exploitant le genre. Je trouve que on se demande si Mickey, ici, n'a pas voulu à la fois rendre hommage à ce genre de film, mais aussi le déstructurer un petit peu parce que redondance, etc., et tenter autre chose. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire exactement. Parce que bon, Mickey, il a essayé à beaucoup de genres. Je crois qu'il a à peu près fait tous les genres possibles, plus ou moins. Est-ce qu'il a fait de la science-fiction pure et dure, hein, Mickey? Dead or Alive 3 est un film de science-fiction. C'est extraordinaire. Remarque, bon, on verra dans la zone spoiler, mais c'est vrai qu'il y a eu 3 films, intitulés Dead or Alive, qui sont peut-être plus ou moins en lien, mais ça, on verra après. Et voilà, puis même dans la réalisation, c'est que le tour de force, c'est de passer à des moments posés, calmes, qui bougent pas beaucoup, contemplatifs, où il fait durer ses séquences. Souvent la caméra posée de loin qui suit les personnages, enfin qui est posée, qui ne bouge pas, et les personnages qui parlent. Et puis, très vite derrière, montage super saccadé sur des gunfights ou des trucs d'action. Même à un moment, une scène avec des flashs blancs comme ça, qui rendent le truc plus épileptique. Tout y passe dans ce film, en gros.
presque tous les styles de cadrage, de durée de plan, et les styles inhérents au film de Yakuza, policier, gangster, enfin les thématiques plutôt. C'est assez fort de mettre ça en peu de temps et de garder une cohérence sur une histoire qui est simple en soi. Mais voilà, on attend les moments un peu dramatiques avec la fille du flic qui est malade, avec le frère du gangster, et on sent que c'est compliqué. Il arrive même à intégrer un petit gamin qui va avoir 5 ans du coéquipier du flic. Et il arrive à donner de la profondeur à des personnages très secondaires. La meilleure amie, ou ex, c'est ça plutôt l'ex-compagne, enfin ils ont eu un enfant ensemble visiblement, mais enfin, je sais pas trop, c'est bizarre. Du gangster aussi, qui va subir un sort particulier à un moment. Il y a quand même beaucoup de richesse là-dedans. C'est ça qui est très fort. Il arrive vraiment, effectivement, tu le dis très bien, il semble partir dans tous les sens, être très expérimental sur la forme, et puis multiplier les arcs narratifs, les personnages, les dilemmes, etc. Et en même temps, effectivement, à terme, en fait, il arrive à tout regrouper, à ce que tout ça paraisse quand même, donne une sorte de tout cohérent. Et même, encore une fois, comme tu dis très bien pour le petit garçon, même s'il y a des personnages qui sont très secondaires, en très peu de choses, dans des temps très courts, sur des séquences très courtes, il arrive à leur donner quelque chose, à leur donner une épaisseur qui fait que tu arrives à t'y attacher, et tu crois à ces personnages-là, malgré le fait, encore une fois, qu'ils aient un temps d'écran assez limité. Voilà, mais maintenant, je pense qu'il va être temps de rentrer un peu dans cette zone spoiler, ne serait-ce que pour 2 scènes marquantes. Je dis 2, mais il y en aura peut-être d'autres. Une bien Mickeyesque et une fin assez intéressante qu'on ne voit pas venir. Donc du coup, attention, spoiler. On va commencer par la scène bien gorasse. Alors pas gorasse, dégueulasse, disons-le. Parce que je l'ai évoqué, cette dame donc qui a porté l'enfant du gangster. Ils ont été ensemble, mais ils n'ont pas gardé le gamin. Enfin, peut-être qu'elle avait fait une fausse couche, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si c'est explicité. Bref, à un moment, il l'envoie, très bonne idée, riche idée quand même qu'il a, de l'envoyer espionner le rival. Je crois que c'est le chef de gang chinois, si je dis pas de bêtises, qui est joué d'ailleurs par un des acteurs fétiches, hein, le fameux Susumu Terajima. Et alors, non, c'est l'autre, pardon, c'est l'autre acteur fétiche. C'est Shingo Tsurumi, je crois. Je sais plus. Non, c'est Renji Shibashi. Voilà, on va y arriver. Renji Shibashi qui joue donc Aoki, l'autre Yakuza chinois, je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Triade, hein, plutôt, du coup. Et alors, elle va se faire démasquer, la pauvre. Elle va se faire harceler, violer et noyer dans son caca. Oui, parce qu'elle se baigne dans... c'est horrible. Et tu vois, c'est presque gratuit, ça. C'est gratuit sur le papier. Mais vu comment Mickey a, on va dire, dépeint Tokyo dès le début, c'est pas si illogique que ça. Hein. Et puis en plus, je trouve ça, je pense qu'il y a carrément une méta de Renji Shibashi au sein de la carrière de Mickey qui a toujours ces personnages vraiment crades. C'était l'oncle sadique, pervers, pédophile de Audition. C'est le boss Yakuza dans Gozu qui est obligé de s'enfourner une louche dans le derrière pour avoir une érection. C'est ça, il a des personnages étranges comme ça. Cette scène m'a rappelé, cette scène m'a rappelé Gozu, hein, justement. Donc je pense qu'il s'est fait. Mais Gozu est sorti après, il me semble, je crois. Il est après, c'est 2003, Gozu, il me semble. Ouais, donc c'est peut-être du pré-Gozu. Mais c'est une scène. En plus, c'est filmé, c'est presque, on se croirait presque dans l'arrière-salle d'un cirque. Ça, c'est glauquissime en fait. Mais bon, ça c'est qu'une péripétie, en gros une péripétie. À un moment, donc il y a la cérémonie aussi d'union ultime pour les mafias japonaises, chinoises, taïwanaises aussi, un gros bordel là. Et alors ça se finit en boucherie ultime, où au final survivent quand même nos deux protagonistes principaux. C'est bon, c'est du pur, voilà, c'est jouissif sur le papier. Et du coup, à la fin, il n'en reste plus que 2. C'est un petit peu Highlander, mais avec 2 survivants. On a enfin notre confrontation à la fin. Et d'ailleurs, tu sens très vite qu'ils survivent un petit peu de façon inexplicable, quand même, vers la fin, le flic et le voyou. Et donc, que se passe-t-il à la fin? Gros combat final. Alors, il y a quand même le flic qui arrive à survivre dans un accident de voiture improbable. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et ils se tirent dessus. Aucun des deux ne meurt. Immortel. Et après, ça part en délire. Il y en a un qui sort un bazooka, et l'autre, une boule de feu. C'est vrai que c'est une pure scène de western, en plus, c'est vraiment tout en plus dans la colorimétrie qui devient très jaunasse, dans une sorte de terrain vague. Et il y a même un élément aussi où le personnage qui est interprété par Sho Aikawa, qui joue le flic, qui dans l'accident effectivement a son bras qui est très endommagé, il finit par s'arracher le bras avant de sortir son bazooka. Et l'autre qui sort effectivement sa boule de feu d'on ne sait où de l'intérieur de son truc. Donc on bascule entre le western et le manga
jusqu'à ce final peut-être complètement what the fuck sur ce plan sur la planète qui finit par exploser lors de l'impact entre le bazooka, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, ce qui sort d'un bazooka, je ne sais pas, c'est pas grave, le truc qui sort du bazooka, le projectile du bazooka et la boule de feu du mec qui finit par exploser l'intégralité de la planète, c'est hallucinant. Alors que le Japon, hein, je crois, et c'est d'ailleurs, enfin peu importe à la rigueur, mais ce qui est terrible, c'est que ça paraît complètement, oui, c'est what the fuck, c'est sorti de nulle part. Je pense que beaucoup ont détesté le film rien qu'à cause de la fin, parce que c'est sûr que si t'accroches pas au délire et tout. Mais en même temps, oui, évidemment, on sort de la réalité, mais vu tout ce qui s'est passé dans le film, on voit ce Japon gangréné par le crime. De A à Z, même les flics, on s'en sort pas, c'est inextricable, c'est glauque dans tous les sens. Ça m'étonne pas qu'à la fin, Mickey, le message ici, c'est oh, on a ras-le-bol, on fait tout péter, allez hop, ça suffit. Il n'y a plus rien à sauver, quoi. C'est un peu ça le message. Quand je parlais de cynisme et de pessimisme, là je crois qu'on atteint le summum. Hein. Peut-être qu'il a voulu passer un message là aussi. Hein. Et je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est vrai qu'on en parlera peut-être par la suite pour les autres Dead or Alive. Mais juste pour poser peut-être le principe de Dead or Alive, l'idée c'est d'avoir ces deux personnages, donc celui qui est interprété par Riki Takeuchi, et puis celui qui est interprété par Sho Aikawa. L'idée c'est que dans chacun des trois films, en réalité, on suit en fait toujours ces deux personnages qui jouent des personnages différents, ces deux acteurs qui sont tout le temps en confrontation en fait. Et dans Dead or Alive 2, on va suivre deux autres personnages qui sont interprétés par ces deux personnages-là, qui sont plutôt d'ailleurs deux personnages très proches dans un premier temps, mais qui vont aller jusqu'à l'affrontement. Et Dead or Alive 3, dans le cadre de science-fiction, l'idée c'est il fait référence énormément à Philippe K. Dick dans le troisième, donc je pense que potentiellement ça peut beaucoup te plaire. Et ils vont finalement se confronter aussi. Donc il y a toujours cette idée-là, et à terme, tu verras de Dead or Alive 3, il y a finalement quelque chose qui fait que tout ça, même si ça se passe dans des univers, dans des périodes différentes, qu'on a des personnages différents, il y a une cohérence qui joue sur cette trilogie-là, malgré tout. Et comme si finalement, ces 6 personnages finalement, dans ces 3 films différents, étaient les mêmes, peut-être réincarnations, que sais-je, mais il y a ce côté très spirituel en fait qui est dégagé un petit peu de tout ça, et c'est vraiment assez étonnant en fait sur ce fond-là. Donc je trouve que ce final-là a quelque chose de quasi spirituel en fait dans son approche sur cette destruction de ces deux personnages-là qui vont finalement se réincarner dans d'autres personnages à d'autres époques dans un contexte différent. Et finalement voilà, ça renvoie ce duel entre deux persos à l'échelle d'un pur film, d'un pur thriller, d'un pur polar yakuza, sur un contexte très très précis, à quelque chose de quasi divin. Et je trouve ça assez chouette et que ça donne vraiment une cohérence à l'ensemble de cette petite saga étrange. C'est presque une tragédie à l'ancienne. Leur destin, c'est de survivre à tout ça, même s'ils en souffrent, parce qu'ils perdent leurs proches dans tous les sens. Hein. C'est quand même très très dramatique. Et ils peuvent pas mourir, quoi. Ça paraît être cela leur destinée. Et ouais, c'est quand même très dur, très violent. Peut-être que Mickey, avec les 3 Dead or Alive, a inventé le multivers avant l'heure. Bon, ça existait déjà dans les comics. De très shakespearien ou de très Racine. Il y a des côtés un peu Racine dans ces effectivement cette manière de travailler la tragédie en fait, effectivement, très antique. Est-ce que tu as d'autres choses sur les spoilers qui t'ont marqué là que tu voulais mettre en avant? Parce que là, non, c'est vrai que les 2 séquences que je retiens, celle que tu as très bien mise en avant, à savoir cette séquence. Enfin, il y a 3 séquences dans le film qui sont vraiment remarquables, mais l'une est hors spoiler parce qu'on a parlé avant, qui est l'introduction. Oui. Il y a effectivement cette séquence dans ce contexte un peu circassien, avec cette jeune femme se noyant dans ses propres excréments, avec cette tirade très opératique de Renji Ishibashi. Et puis effectivement ce final qui est, tu l'as très bien dit, il y a ce côté, moi comme je disais, what the fuck, mais effectivement qui a un vrai sens derrière et qui effectivement fait écho de manière un peu plus cosmique, si je puis dire, à la situation sociale extrêmement complexe qui se joue au sein du Japon. Et le fait est qu'un truc qu'on trouve aussi beaucoup chez Fukuzaku, qui est de montrer aussi que cette société japonaise, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'est fondamentalement relevée grâce à cette mafia-là. Donc il y a quelque chose finalement de très violent, de très dur, et de fondamentalement immoral et injuste. Donc je trouve que tout ce côté-là, pour expliquer comment est fondée la société japonaise d'après-guerre, qu'on retrouve encore une fois chez Fukuzaku, est très bien traduit ici. Je pense qu'on peut refermer la zone spoiler, un film très très riche donc, hein, qu'il faut voir, comme ça vous pourrez revoir la vidéo avec la zone spoiler, parce qu'il y a des choses qui sont assez croustillantes quand même, hein, là, voilà. Et du coup, alors, ouais, allez, je vais quand même te demander, est-ce que tu aurais une note à attribuer à ce Dead or Alive? C'est très compliqué hein, de noter un film, hein. Je sais que, alors bon, tu aimes bien les films malades, on peut le qualifier de film malade, tu penses, quand même? Oui. Ouais. Oui.
Mais tout film de Mickey est un peu malade. Peut-être à part Audition, qui a un paroxysme profond. Tous ceux dont on a parlé ensemble jusqu'ici, il y a un côté malade quand même. Mais malade de sa société d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est un vrai écho de la société japonaise, en fait, oui, effectivement. Mais une note, c'est très compliqué, parce que tu sais, j'ai du mal à noter un film. Mais c'est vrai que si je me fixe par rapport à tes propres jalons, quand tu t'écoutes sur les impros cinécritiques, moi je lui mettrais en gros un 7 moins, si je puis dire, parce qu'il y a pas mal de soucis qu'on n'a pas. Mais je pense que les soucis, ils se ressentent, mais j'ai pas forcément envie de les mettre en avant. Pour moi, voilà, c'est un 7 sur 10, mais qui pourrait peut-être être teinté un peu de 6, parce qu'il y a effectivement plein de petits problèmes à plein d'endroits, qui fait que voilà, c'est loin d'être parfait, mais ça reste assez fascinant. Non, je sais pas ce qu'il y en a pour toi, pour le coup. Mais moi, je mets un bon 7 sur 10 en fait, parce que j'ai complètement accepté le délire. Voilà, on va revenir sur la zone spoiler. Et je vois l'idée. Oui, il y a des défauts, parce qu'à un moment, à force de vouloir en mettre beaucoup, on s'y perd un peu. Hein. Je pense que Mickey s'y perd aussi, parce que, enfin, voilà, on sait que le gars, il travaillait très très vite sur ses films, puisqu'il en faisait beaucoup par année. Donc, hop, des fois, il y va franco. Il y a des scènes, on sent qu'il aurait pu être retourné ou fait différemment, mais peu importe, il est dans l'instinct, on le sent. Un petit peu à l'image de ces personnages, hein. Ils sont très instinctifs quand même. Il n'y a pas trop place au calcul, parce qu'à un moment, même si tu as besoin d'argent, il y a aussi le personnage du flic qui va à tout prix résoudre le problème lui-même. Enfin, tu sens bien qu'ils sont bloqués dans un destin inextricable. Quand même. Ils font tous leurs erreurs, quoi. Non, c'est un film qui a ce côté viscéral touchant, quand même. Voilà. Et qui ne laisse pas de marbre, notamment sur ses aspects violents, même si c'est pas le plus graphique de l'univers Mickey, de ce que j'ai vu, et encore, je pense que j'ai pas tout vu, hein. Tu me vends depuis quelques semaines un Visitor Q apparemment bien dégueu aussi, donc à voir un jour. Mais non, franchement, en tout cas, ça prouve que le monsieur, il est capable de tout faire, s'il veut, et qu'il avait enfin qu'il a toujours, parce qu'il fait encore des films, hein, j'imagine, une créativité sans limite. Et ce film le prouve, parce que même avec un univers, on va le dire, classique, il arrive à faire autre chose, tout en faisant en sorte que les fans de cet univers s'y retrouvent quand même. Donc oui, c'est un très bon film. Je ne sais pas où je le classerai de ce que j'ai vu encore, de toute façon ça je verrai plus tard, mais une belle découverte, et je te remercie. Alors à la base, d'ailleurs, anecdote, on devait parler de son Harakiri, parce que j'ai vu la version originale, entre guillemets, il y a quelques semaines, très grand film d'ailleurs, en 1962, mais t'as pas eu le temps de le revoir, donc on s'est rabattu entre guillemets sur celui-ci, mais je ne regrette pas. Ça nous laissera la possibilité de parler de son Harakiri peut-être la prochaine fois, qui sait. Tu disais, c'est vrai que sur la question des films mal, il y en a beaucoup chez Mickey. Moi je trouve, et on en parlera pour le coup pour le Harakiri, que Harakiri, un petit peu comme Audition, fait partie de ces films de Mickey qui sont, pour le coup, qui arrivent à dépasser ce stade de film un peu malade, un peu branque parfois. Et c'est un film qui, un petit peu comme Audition, est extrêmement maîtrisé, enfin pour ma part. Mais on en parlera pour le coup, je pense que ce serait intéressant de voir ton avis là-dessus. Après, vu l'œuvre d'origine, il ne fallait pas faire n'importe quoi aussi. Je pense qu'il a voulu porter un beau respect à ce très très grand film, un des meilleurs films que j'ai découvert en 2022, hors nouveauté d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup mon cher Romain pour ce blabla Mickeyesque. Je ne sais plus combienième c'est depuis, mais bon, ce n'est pas le dernier, il y en aura d'autres. Et qui continue à nous faire des films comme ça. Quand on sera très 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 vieux, on continuera à parler de Takeshi Miike. Ça sera drôle. Je suis partant. Et d'autres films évidemment, que ce soit asiatique ou pas, de genre, surtout de genre, parce que aller voir la chaîne de Romain, c'est surtout le cinéma de genre qui te botte. Et de genre pas que horrifique, parfois un peu... surtout horrifique, mais l'horreur est tellement vaste. C'est ça, oui. La magie. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, cher ami. Le traditionnel à la prochaine. Chaîne. Ciao. Ciao.